Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La Suisse au cœur d'un nouveau scandale d'évasion fiscale. La banque HSBC aurait abrité les comptes secrets de plus de 100 000 contribuables. Selon les révélations du journal Le Monde, 3 000 Français sont concernés. Décryptage et débat dans ce journal. La transition énergétique en débat dès demain au Sénat. Les discussions s'annoncent musclées entre les sénateurs et le gouvernement, notamment sur la réduction du nucléaire dans la production d'électricité. Les entreprises innovantes récompensées par le Sénat, comme chaque année, le concours Tremplin Entreprise a sélectionné les sociétés les plus novatrices. Parmi elles, une start-up spécialisée dans les campagnes électorales. Reportage dans cette édition. Il aura fallu 5 années d'enquête et la mobilisation de 154 journalistes pour arriver à ces révélations qui donnent le tournis. Plus de 100 000 personnes, des hommes d'affaires, des artistes ou encore des criminels, ont bénéficié d'un système d'évasion fiscale mis sur pied par la filiale suisse d'HSBC pour un montant de 180 milliards d'euros. Paul Bouffard. 100 000 contribuables, transformés en évadés fiscaux, tous clients de la banque britannique HSBC. De novembre 2006 à mars 2007, des sommes auraient transité par les comptes de clients et de sociétés offshore. SwissLeaks, un nouveau scandale. Selon le journal Le Monde, plus de 11 milliards d'euros d'actifs français auraient été dissimulés. Au Sénat, en 2013, une commission d'enquête sur l'évasion fiscale chiffrait la perte de 30 à 60 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Des Français sont en bonne place dans le scandale. Banque idéale pour Gad Elmaleh. L'humoriste aurait bénéficié d'un contour reposé 80 000 euros. Jacques Desange, l'empereur de la coiffure en France, 1,6 million d'euros. Ou encore des sportifs. Le footballeur Christophe Dugarry aurait soustrait 2 millions d'euros au fisc français. Depuis 2007, des outils rendent difficile la fraude. Le secret bancaire se restreint avec notamment l'échange de renseignements. Il deviendra automatique en 2018. Bercy permet dès aujourd'hui aux détenteurs de comptes non déclarés de régulariser leur situation. Habituellement de 40%, la pénalité est réduite à 20%. Dans un communiqué, HSBC affirme avoir changé après les manquements constatés en 2007. La banque aurait fait le ménage dans son portefeuille client. Et cette affaire met en lumière l'importance des lanceurs d'alerte dans l'investigation des journalistes, mais aussi dans le travail de la justice. Qui sont-ils? Faut-il un nouveau statut pour les protéger? Louis Sibyl. Ils ont des profils très différents. Irène Frachon est médecin, c'est elle qui a mis au jour le scandale du Mediator. Denis Robert est journaliste, son enquête va mener à l'affaire Clearstream. Hervé Falcani est informaticien, il a révélé l'une des plus grosses fraudes fiscales, 180 milliards d'euros. Ce sont des lanceurs d'alerte, des citoyens qui mettent leur carrière en jeu. En tant que lanceur d'alerte, je vais prendre des risques pour constituer déjà les preuves pour une justice et amener une justice à s'intéresser à ce qui se passait dans cette banque. Lanceur d'alerte, un terme inventé dans les années 90, mais il faudra attendre 2013 pour qu'un statut juridique soit créé. Problème, il ne concerne que les secteurs de l'environnement et de la santé. Une grosse lacune donc, le secteur de la finance. Certains de ces lanceurs d'alerte font même l'objet de poursuites. C'est le cas pour M. Falciani, qui a révélé les fichiers des clients de l'HSBC. Il est aujourd'hui poursuivi par la Confédération helvétique sur des chefs d'accusation extrêmement graves. Une protection très mince face aux intérêts des lobbies. Dernier exemple en date, la loi Macron, elle prévoyait de punir très sévèrement la divulgation d'informations à valeur économique. Face aux protestations médiatiques, le ministre de l'économie a fait marche arrière. Les salariés, dans le cadre de la défense de leurs droits, et donc les syndicats, ne pourront être déclarés responsables d'une atteinte au secret. La responsabilité des lanceurs d'alerte ne pourra être engagée. Aux États-Unis, les lanceurs d'alerte peuvent recevoir une récompense. La plus grosse somme versée, 30 millions de dollars pour une affaire de fraude fiscale. Et on reparlera de ce nouveau scandale d'évasion fiscale avec nos invités dans la deuxième partie de ce journal. Manuel Valls à Marseille pour un premier déplacement attendu sur le thème de la sécurité. Les résultats ces 2 dernières années dans la cité phocéenne sont, je cite, encourageants, mais il faut se garder de tout triomphalisme, a expliqué le Premier ministre alors qu'une fusillade a éclaté ce matin dans la cité de la Castellane, connue comme étant un haut lieu du trafic de stupéfiants. C'est une victoire au goût amer dans le Doubs. Le Parti socialiste l'a emporté de justesse face au Front national, le parti de Marine Le Pen qui confirme sa percée électorale. Pauline Dame.
Je serai le député de la 4e circonscription. À peine 900 voix d'écart. La victoire du socialiste Frédéric Barbier n'a tenu qu'à un fil. Une victoire que la candidate du FN est presque tentée de reprendre à son compte. Seul le Front National arrive à 49,1% ce soir, contre une caste et un système qui se montre à l'évidence incapable de gagner seul. Principaux mots d'ordre à gauche, lucidité et rassemblement face à la pression persistante du parti frontiste. Nous sommes dans une situation où le Front National est en dynamique. Il perturbe l'UMP et l'absence d'unité réelle entre les forces de gauche lui donne des capacités de se déployer. Un résultat qui sonne l'échec de la stratégie du Nini. Défendue de justesse par l'UMP, cette consigne avait provoqué de vives tensions au sein du parti. Encore ce week-end, Alain Juppé, tenant d'une autre ligne, s'était attiré les sifflets de la salle. Des huées, symbole de fracture. Pour le sénateur Roger Caroci, il faut révolutionner en interne l'UMP. On ne bloquera pas la progression du FN par des arrangements. On ne bloquera pas à la fois un projet de fond qui arrive à convaincre les gens et une stratégie très claire d'unité d'ici 2017. Il ne faut qu'un seul candidat de droite et du centre au premier tour de 2017. Alors quelle stratégie face au FN à 6 semaines de nouvelles élections à haut risque? L'urgence est désormais une idée partagée, à droite comme à gauche. Le plan du gouvernement contre le chômage de longue durée, alors qu'il n'y a jamais eu autant de chômeurs en France, François Rebsamen, le ministre du Travail, promet un véritable effort financier autour de 3 axes: l'accompagnement des demandeurs d'emploi, la formation, mais aussi encourager les employeurs vertueux. Et on ouvre notre page consacrée ce soir à l'actualité du Sénat avec le début de l'examen demain du projet de loi sur la transition énergétique. Un texte déjà adopté par l'Assemblée nationale. En commission, les sénateurs l'ont modifié sur de nombreux points et pas toujours dans le sens du gouvernement, comme nous l'explique Faustine Saint-Geniès. C'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre le Sénat et le gouvernement lors de l'examen du projet de loi sur la transition énergétique. Premier point de friction et non des moindres, le nucléaire. François Hollande l'a promis, il veut ramener la part du nucléaire de 75 à 50% dans le mix électrique français en 2025. Une promesse d'ores et déjà amputée en commission au Sénat. Les sénateurs de la majorité sont d'accord pour limiter la part du nucléaire, mais sans fixer de date. Ils jugent l'objectif peu réaliste et surtout coûteux. Ne cassons pas justement la machine, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On voit bien ce que ça donne en Allemagne. Aujourd'hui, on a un contre-exemple. Le contre-exemple, c'est que les Allemands, brutalement, de manière extrêmement brutale, veulent sortir du nucléaire. Vous avez vu le résultat des courses ? Autre point de discorde, l'isolation des bâtiments. Le texte du gouvernement prévoyait une isolation par l'extérieur. Les sénateurs, eux, veulent assouplir cette mesure et laisser aux maires la liberté de décider de la technique choisie. Par ailleurs, les sénateurs ont voulu insister sur un aspect qu'ils jugent oublié dans le texte, la biomasse avec les biocarburants ou encore le chauffage au bois. Objectif, favoriser son développement sur tout le territoire. Autre thème plus consensuel cette fois, la circulation automobile. Le texte vise à développer des transports propres, notamment électriques et hybrides, ou encore à restreindre la circulation en cas de mauvaise qualité de l'air. Et pour parler de ce projet de loi, j'accueille Ladislas Poniatowski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur rattaché UMP de l'Eure et vous êtes le rapporteur de ce texte ici au Sénat. Alors on vient de l'entendre, faut-il s'attendre à un véritable bras de fer entre le Sénat et le gouvernement sur ce projet de loi sur la transition énergétique? Il y a des volets consensuels. Et il y a un ou deux sujets qui se fâchent vraiment, sur lesquels on n'est absolument pas d'accord. Sur les bâtiments, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, il y a quand même une volonté d'aboutir dans le même sens. Comme d'habitude, le Sénat a fait son travail, a renforcé ce volet, et c'est vrai, a voulu donner plus de pouvoir aux maires et ne pas rendre obligatoire une seule technique d'isolation, qui est l'isolation dite extérieure. Il n'y a pas de raison. Il y a plein d'autres manières d'isoler un bâtiment. Il faut les isoler. C'est ça l'objectif et là, il y a consensus. Alors, parmi les sujets qui fâchent Ladislas Poniatowski, la question du nucléaire. Les sénateurs refusent de se fixer 2025 comme objectif. Pourquoi le Sénat juge cet objectif non réalisable? Pourquoi voudriez-vous que nous nous privions d'un atout phénoménal qu'est le nucléaire pour la France? C'est un atout pour les Français qui paient leur électricité moitié moins cher que les Allemands. C'est un atout pour nos entreprises
qui paient aussi 20 à 30% leur électricité moins cher. Mais cet argument du coût de l'électricité est contesté, notamment par les écologistes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y a dedans. Ils veulent fermer 20 réacteurs d'ici 2025. 2025, c'est demain, dans 10 ans. Ça veut dire 2 réacteurs par an. Au moins qu'il n'y ait pas un langage, une langue de bois, que le gouvernement ait le courage de dire quels vont être les 10 réacteurs qu'ils vont fermer d'ici 2025, 2 par an, lesquels vont-ils fermer demain, après-demain et l'année suivante. De toutes les façons, économiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous revenons dessus. Et sincèrement, je crois que nous rendons service au gouvernement. C'est une promesse électorale entre les socialistes et les écologistes qui a été prise par M. Hollande lui-même. Ce n'est pas tenable économiquement parlant et nous lui rendons service. Ségolène Royal ne cherchera pas à mettre en œuvre cet engagement du chef de l'État ? Mais vous avez raison. En plus, 2017 arrivera d'ici 2025. Donc, ce qu'il faut, c'est faire tout ce qui est possible pour éviter de casser notre mix énergétique français, qui est un atout phénoménal grâce au nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le reste. Il faut un mix énergétique qui réponde aux besoins dans l'avenir. Mais dans ce mix, la part du nucléaire est incontournable. Il faut la préserver. Un point qui, alors là pour le coup, est un point de consensus, c'est peut-être cette liberté qui va être donnée aux maires par les sénateurs. On voit cette volonté de faire des élus locaux des véritables acteurs de la transition énergétique, mais en ont-ils réellement les moyens, Ladislas Poniatowski ? Je crois. D'abord, attendez. Qu'est-ce que c'est qu'un élu local ? C'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est quelqu'un qui connaît les problèmes. Quand vous avez des problèmes de voisinage, des problèmes de bâtiment, qui va-t-on voir ? On va voir le maire. Et beaucoup mieux que de prendre une décision administrative au niveau national, l'imposer à tous, qui n'est pas une mesure forcément très intelligente, tenir compte, pas du terrain, mais des terrains, des situations dans toutes les communes. Dans certaines communes, vous avez un habitat qui est très regroupé, dans d'autres, c'est un habitat dispersé. Laissons ce pouvoir aux élus. Puis c'est normal qu'un Sénat ait envie de donner le pouvoir aux élus. On sait que le Sénat veut revenir sur ce qu'il appelle la grande oubliée de ce texte, à savoir à la biomasse. Que vous souhaitez-vous faire ? Alors, attendez, dans les énergies non renouvelables, il y a des énergies intermittentes. Ce sont l'éolien et le vent, et c'est le photovoltaïque et le soleil. Le soleil, il n'y en a pas la nuit. Le vent, il n'y en a pas toujours. La biomasse a un mérite extraordinaire, c'est que ça peut marcher nuit et jour. On peut créer de grandes unités de biomasse, on peut créer de toutes petites unités. En termes d'aménagement du territoire, vous pouvez en installer partout. Près de 3-4 maisons d'un même hameau ou près d'une petite agglomération de 5 ou 10 000 habitants, la biomasse est vraiment une énergie renouvelable, à mon avis, très précieuse. Et c'est vrai, qui était un peu l'oublié de ce texte, nous la remettons et nous le mettons d'une manière assez forte. On sait que les députés ont adopté ce texte. Ils s'inquiètent des modifications apportées par le Sénat. Il faut s'attendre à une commission mixte paritaire tendue, car le texte risque d'être amendé et modifié en profondeur par les sénateurs. Oui, ce sera difficile, notamment sur le volet nucléaire. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à trouver une entente à peu près sur tous les sujets. Une entente, ça veut dire que chacun doit faire des pas vers l'autre, incontestablement. C'est pas dans un sens unique. Le volet nucléaire est un peu plus compliqué, mais la manière dont nous le soutenons, je pense, est une manière que devraient pouvoir accepter, en tous les cas, je l'espère, les députés. Merci Ladislas Poniatowski d'avoir été notre invité. Je rappelle que l'examen du texte débute au Sénat demain et les séances sont à suivre, bien entendu, sur notre antenne. Pendant près de 15 jours. Pendant 15 jours. Le concours Tremplin Entreprise se tenait aujourd'hui au Sénat en partenariat avec l'ESSEC. C'est un coup de projecteur sur des entreprises innovantes et à l'approche des élections départementales, voici une start-up qui pourrait intéresser bien des candidats. Elle propose de rendre plus efficace le fameux porte-à-porte, passage obligé dans les campagnes électorales. Cécile Sixou. Je vois qu'il y a 59 inscrits sur ces adresses-là, ce qui équivaut environ à 2 heures de porte-à-porte. Un logiciel destiné aux candidats pour savoir à quelle porte sonner pour faire sa campagne. Voilà l'idée de cette start-up de 10 salariés. Les hommes politiques ils aiment bien faire campagne dans des endroits où ils savent qu'on va les applaudir et tout le monde va être d'accord avec eux. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas gagner beaucoup de voix. François Hollande, s'il va faire campagne à nuit, ça ne va pas beaucoup servir parce que les gens sont convaincus
de voter pour son adversaire et il vote beaucoup. Il va convaincre peu de gens. Par contre, là où François Hollande peut aller, c'est en Seine-Saint-Denis, dans certains bureaux de vote de Seine-Saint-Denis, où la participation est très basse, mais le vote pour la gauche est historiquement très élevé. Donc là, on sait qu'il y a des gens à mobiliser. Aller là où l'on peut gagner des voix, mais aussi mieux coordonner ses équipes sur le terrain. Pour créer leur application, les 3 fondateurs de la start-up, Guillaume Liéger, Arthur Muller et Vincent Ponce, se sont inspirés de la campagne Obama. Et on a participé comme volontaire à la première campagne d'Obama et ensuite, en interviewant beaucoup de gens qui avaient organisé cette campagne, on s'est dit qu'il y avait des choses à importer en France. Pas à appliquer de la même façon, mais à adapter. De retour en France, ils sont embauchés dans l'équipe de François Hollande, où ils créent leurs outils. 2 ans plus tard, ils ont travaillé avec une centaine d'équipes de campagne françaises et étrangères, aux municipales, aux européennes, mais aussi pour les élections départementales et régionales à venir. Nous avons fondé Liéger Muller Ponce. Cet après-midi, dernière répétition avant le grand oral, le 15e concours Tremplin Entreprise accueille 70 candidats. Difficile de sortir du lot. Guillaume et Arthur repartiront les mains vides, mais espèrent être reconnus par leur père comme une des entreprises les plus innovantes de France. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat sur ce qu'on appelle désormais le Swiss Leaks, les révélations du journal Le Monde sur un véritable système organisé d'évasion fiscale avec nos invités. Alexandre Lechner, bonsoir. Vous êtes journaliste au monde.fr. Vous allez nous raconter dans un instant comment vous êtes parvenu à révéler un tel scandale d'une telle ampleur. Et avec nous également sur ce plateau, Julien Bayou, bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être en notre compagnie. Alexandre Lechner, alors on vient de l'entendre, 5 ans d'enquête avec un tournant. En janvier 2014, un informateur qui arrive à la rédaction du journal Le Monde avec une clé USB. Comment ça s'est passé ensuite ? Alors, il est arrivé quelques jours après la publication d'un premier article de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui sont journalistes au Monde et qui ont travaillé sur le côté judiciaire de l'histoire de l'affaire HSBC, puisque les juges étaient en train de construire le dossier pour mettre en examen la banque. Et il est arrivé donc avec quelques 3000 fichiers avec 100 000 noms de clients et de profils clients, donc soit des entreprises ou des clients dans le monde entier, qui avaient été fabriqués par le fisc. Et du coup, nous, on a récupéré ces informations et on a commencé à essayer de les traiter et voir ce qui était possible. Et on a décidé assez rapidement de les partager avec un consortium de journalistes d'investigation qui est basé à Washington, qui s'appelle l'ICIJ. Et qui, du coup, l'a partagé ensuite à 147 journalistes dans le monde entier pour produire ce qu'on a publié hier soir à 22h. On en arrive à ces révélations qui donnent le tournis. Est-ce que vous avez été surpris, Julien Bayou, par l'ampleur de cette fraude ? Alors déjà, j'aurais juste salué le travail des journalistes, parce que c'est vrai que Le Monde suit le dossier depuis longtemps. On sait aussi que Mediapart travaille sur le soutien et on a besoin de ces lanceurs d'alerte et de la protection des sources. C'est vraiment une des clés fondamentales qui permet ce travail. Et en fait, malheureusement, on n'est pas trop surpris. C'est fantastique de voir la situation émerger, de pouvoir mesurer que sur 4-5 mois, pas plus, je crois, c'est novembre 2006 à mars, ou en quelques 2007, mois, on parle de 180 milliards qui ont été transférés. Ça donne le tournis sur les sommes qui pourraient être en jeu depuis des années et des années et des années. Et là, il y a vraiment une question, c'est que ces impôts, ces avoirs qui ont été déplacés, c'est des impôts qui n'ont pas été payés. Et ça veut dire que c'est vous, c'est moi, c'est le téléspectateur qui ont payé pour les services publics ou de la dette. Et ça, c'est vraiment une question. Il faut être sans pitié avec ces fraudeurs et faire encore plus d'efforts de transparence. On est très loin. On va y venir dans un instant, Julien Bayou, Alexandre Lechner. C'est vrai que ce qu'il y a de surprenant, c'est aussi un système que vous révélez qui est très organisé de fraude avec la banque qui allait démarcher ses clients. Racontez-nous ce que vous avez découvert. L'avantage des données qu'on a recueillies, c'est qu'elles se concentrent sur une période qui est intéressante parce que c'est juste après l'installation de la... je ne veux pas dire de bêtises, de la directive européenne sur la taxe sur l'épargne, qui permettait normalement d'améliorer la communication entre les banques. Et on voit effectivement dans les scripts du système de gestion de clientèle, les banquiers racontaient un peu tous les rendez-vous qu'ils avaient avec leurs clients. Et on voit comment ils vont les chercher en France, ce qui est interdit. Ils vont aussi leur expliquer que pour éviter cette taxe, ils peuvent créer des Panaméennes, donc des sociétés écrans au Panama, ou déplacer leurs avoirs
à Singapour ou à Tel Aviv, dans des filiales d'HSBC. Donc on est bien loin de l'optimisation fiscale derrière laquelle certaines banques peuvent se réfugier. Julien Bayou, on voit aussi que derrière ces propriétaires de comptes en Suisse, il y a des hommes d'affaires, des artistes, mais aussi des trafiquants en tout genre. Est-ce que ça, c'est un point qui vous a surpris? On est vraiment dans l'évasion fiscale, c'est pas du tout de l'optimisation. Attention aux mots. Et puis, il y a une espèce d'impunité, c'est-à-dire que la HSBC, c'est pas la première fois qu'elle est condamnée. Et depuis des dizaines d'années, elle s'en sort. Et là encore, je crois que le communiqué est complètement incroyable en disant oui, on l'a fait, mais la banque a changé. répondu. Effectivement, Le Monde publie le droit de réponse d'HSBC. Des accusations extrêmement graves. Vous avez parlé de trafiquants d'armes. Et je crois qu'il faut être, encore une fois, sans pitié avec ces fraudeurs. Et ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser. Et puis, il faut mettre en place l'échange automatique de données. La Suisse peut plus se réfugier derrière le secret bancaire. Et encore une fois, au niveau européen et au niveau... je pense que les États-Unis font l'effort de sanctionner leurs banques. Et nous, on est vraiment, on leur passe tout. Alexandre Deschenets, effectivement, on voit ce droit de réponse d'HSBC, de sa filiale suisse, et qui estime bien que la banque a fait appel à 3 fois plus, je cite, de professionnels de la déontologie, et que du coup, la clientèle dans le secteur private banking a diminué de 70%. Est-ce qu'aujourd'hui, HSBC, dans tous les cas, sa filiale suisse, a les mains propres? Je suis bien incapable de répondre. Nous, les données déjà qu'on a récupérées, donc c'était il y a 10 ans. Après, aujourd'hui, on ne sait pas... Je pense qu'il y a déjà des stratégies d'évitement de la taxe qui sont d'aller déplacer ces avoirs chez HSBC dans d'autres pays. Donc éventuellement, ça peut participer à la réduction de leur clientèle. Et effectivement, leur défense a été de dire ça c'était avant, mais maintenant on a changé et tout va mieux. Et ils sont prêts à coopérer puisqu'ils ont trois pays qui les assignent en justice. Il me semble il y a la France, donc... Ils sont mis en examen en France, en Belgique et aussi en Argentine. Julien Bayou, vous l'avez évoqué vous-même, on a parlé du rôle des lanceurs d'alerte qui ont aidé les journalistes dans leurs investigations. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui de leur sort? On sait qu'il y avait un élément du projet de loi Macron qui aurait pu inquiéter ces lanceurs d'alerte. Oui, malheureusement, c'est vraiment un enjeu essentiel pour notre démocratie. On se souvient de Irène Frachon sur le Mediator. C'est elle qui, à force de courage, avait réussi à sortir l'affaire. Qui concerne notre santé et ces éléments on les retrouve sur la qualité de l'eau, sur les produits toxiques qu'on a dans notre consommation, sur évidemment les questions d'évasion fiscale. Et donc il y a besoin de les protéger. Ça passe aussi par la protection des sources. En France, on attend encore le fait que la protection des sources, qui est un élément essentiel de la liberté d'expression, soit enfin dans la loi. Et je trouve qu'on tarde beaucoup et qu'on tergiverse. Encore une fois, sur la question de la loi Macron, il a fallu toute la mobilisation, et c'était vraiment quelques semaines après qu'on soit mobilisé en masse pour la liberté d'expression, pour qu'on retire cet amendement débile qui pouvait mettre en grand danger les lanceurs d'alerte. Et là encore, dans la loi Macron, à nouveau, il y a encore un amendement qui permet aux banques et aux entreprises de ne pas publier leurs comptes. Or, on a absolument besoin de transparence. Et je ne comprends pas qu'on en soit encore à défendre ce genre d'ineptie. Alexandre Deschenets, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné pour la protection de vos sources, ou est-ce que les lanceurs d'alerte qui sont venus avec cette clé USB ou d'autres éléments contribuent au travail d'investigation ont eu peut-être des pressions Alors, moi, je n'ai pas été en contact du coup avec la source, c'est Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui ont géré tout cet aspect. Et sur le secret des affaires, en tout cas, effectivement, on a essayé de se mobiliser pour éviter que ce genre de... C'était vraiment très flou, je crois, dans la définition, et ça permettait, en fonction des juges, de passer tout et n'importe quoi sous le terme du secret des affaires. Et je pense qu'il est essentiel qu'on puisse avoir accès à ce genre d'informations, même si elles ont été volées à l'origine, qui ont été... on ne pousse pas au vol de données, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est essentiel qu'on puisse traiter ce genre d'informations pour faire des révélations comme aujourd'hui sur la fraude fiscale. Alors on sait quand même, Julien Bayou, que l'administration fiscale française quand même fait son travail. 300 millions d'euros ont déjà été recouvrés par la France depuis la publication de ces listes. Pour autant, est-ce que son action est encore trop frileuse en matière de lutte contre l'évasion fiscale? Et malheureusement, on n'est pas assez armé. Par exemple, si une banque ou une entreprise domicilie dans un paradis fiscal, il suffit qu'elle ait un employé, une petite adresse comme ça, et pour qu'elle puisse dire non, vous inquiétez pas, en fait, c'est pour développer un marché. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, par exemple, de la publication des comptes. C'est un amendement écologiste qui permet de faire le lien entre le nombre de salariés que vous avez au Caïman, par exemple, et puis le chiffre d'affaires que vous y avez. Et on voit bien que si vous avez des dizaines de millions qui transitent et un seul salarié, eh bien, c'est un indice d'évasion fiscale et non pas d'optimisation, mais vraiment d'évasion fiscale. Et donc, si cet amendement à la loi Macron passe et qu'on ne peut plus examiner les comptes des banques et des entreprises, eh bien, on perd de la transparence. Donc, on a vraiment encore ce travail à faire.
Et puis c'est vraiment un travail d'harmonisation au niveau européen. On sait que quand Google ou Apple vous facturent quelque chose, si vous achetez une petite musique sur iTunes, c'est facturé par Apple Luxembourg. Et il y a un enjeu. C'est bien sûr que au Luxembourg, les impôts sont moindres. Et donc il y a cette harmonisation et ce travail en commun. Parce qu'encore une fois, ces impôts qui ne sont pas payés, c'est vous et moi qui le payons. Alors l'évasion fiscale des entreprises, je crois, fera l'objet d'un autre dossier demain dans Le Monde. Si on revient au cas des particuliers, est-ce que vous estimez que la cellule, notamment ce qu'on appelle la cellule de dégrisement mise en place par Bercy, est suffisamment armée pour travailler, pour poursuivre ces contribuables français qui ont fraudé le fisc? Des chiffres qu'on a récupérés, au départ, le fisc avait identifié 600 Français potentiels et ensuite ils ont réduit la liste à 3000 personnes que Éric Woerth a d'ailleurs agité un soir d'août 2009 en disant... en 2009 déjà. Voilà, donc il avait depuis... dit j'ai les noms de 3000 personnes qui ont des comptes en Suisse. Il n'avait pas précisé pour essayer d'en attirer plus que ceux de la banque HSBC. Et selon les chiffres de Bercy, il y en a, il me semble, 2300 qui ont fait l'objet d'une régularisation. Donc le travail a été fait. Il y a eu des plaintes depuis. Je crois que Bercy a porté 103 plaintes à ce jour et qu'il y a 62 affaires en cours. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens et ils ont régularisé beaucoup de contribuables. On en a appelé beaucoup qui nous disaient qu'effectivement ils avaient été appelés par le fisc, ils ont régularisé leur situation. Et souvent ceux qui sont devant la justice, c'est ceux qu'on niait jusqu'au bout, ne pas être titulaires des comptes chez HSBC. Et pourtant on a l'impression que dès qu'un montage financier est dévoilé, un autre se met en place et que ce système d'évasion fiscale est sans fin. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Je sais pas. Je pense que oui, il y a toujours une ingénierie bancaire et il me semble que HSBC avait d'ailleurs annoncé après la dernière réglementation avoir déjà trouvé un moyen de l'éviter. On peut toujours trouver. Alors l'ESD, c'était donc cette directive européenne, c'était le fait que ça ne touche que les personnes physiques et du coup on pouvait faire des sociétés et donc on évitait comme ça et donc ils ont fait des panaméennes à l'appel et après on verra dans quelques années si on a des nouvelles données pour le révéler. Julien Bayou, c'est un combat sans fin, la lutte contre l'évasion fiscale. On se souvient également, c'était pas il y a si longtemps que ça, il y a 6 mois, ce qu'on appelait le LuxLeaks. Alors là, c'était sur le Luxembourg avec Jean-Claude Juncker qui était directement mis en cause et puis finalement, on a l'impression qu'on n'en parle plus. Oui, je dois dire que je ne comprends pas comment les eurodéputés ont pu enterrer la commission d'enquête proposée par notamment Eva Joly puis les écologistes. C'est complètement incroyable. On a besoin, évidemment, de faire toute la lumière là-dessus. On savait depuis longtemps que Juncker et le Luxembourg avaient défendu pied à pied l'optimisation fiscale. Et en gros, le Luxembourg est un paradis fiscal. Et on a quand même laissé cette personne qui a été Premier ministre pendant des années devenir le patron de la Commission européenne. C'est une faiblesse, c'est une faute. Il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la coopération. Et il y a cette mesure qui a été prise par Obama, qui est quand même pas le pire des gauchistes. C'est l'échange automatique de données. Et si un Américain ouvre un compte en Suisse, la Suisse doit transmettre l'identité, et sinon ils perdent le droit d'exercer aux États-Unis. Ça a été promis en France et en Europe pour 2018. Je pense qu'il faut absolument avancer ce système, parce que c'est un moyen, c'est la menace. On voit bien que dans la cellule de grisement, c'est la menace qui a permis de récupérer l'essentiel de l'argent. Et encore une fois, c'est de l'argent qui bénéficie au service public et dont tous les Français bénéficient. Rapidement, en 30 secondes, peut-être Alexandre Desgenais, on sait qu'ici au Sénat, il y a eu 2 commissions d'enquête sur l'évasion fiscale. Éric Bocquet, qui est sénateur communiste, dans un article à lire sur publicsénat.fr, dit que tout le monde savait. Est-ce qu'il y a encore trop de réticence, notamment de la part des pouvoirs publics, pour lutter efficacement contre cette évasion fiscale ? J'en sais rien. Vous ne savez pas Non, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous répondre sur ce sujet. Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que les réponses, elles étaient assez fortes. Après la publication de cet article, tout le monde est d'accord pour condamner la fraude fiscale. Et donc, j'espère que... On attend à présent voilà, les révélations, les prochaines données qu'on verra seront... convaincante à ce niveau. Merci Alexandre Desgenais, merci Julien Bayou d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. Nous recevrons d'ailleurs Éric Bocquet demain dans ce journal. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée, à demain.